Tu seras mère ma fille est un podcast qui interroge l'injonction à être mère, mais également les connaissances sur la grossesse, les liens intergénérationnels entre les femmes ou encore les transmissions des savoirs sur la maternité. Je suis Élodie Potente et dans ce podcast, j'interroge des femmes sur leur rapport à leur corps, à leur enfance, et je leur demande aussi si elles sentent ce poids sur leurs épaules quant à leur possible maternité. Pour cet épisode, j'ai rencontré Audrey. Elle m'a raconté sa décision de ne pas avoir d'enfant, son rôle de belle-mère, la place singulière qu'elle occupe au sein d'une famille recomposée. Elle m'a aussi dit les regards des femmes et des hommes qui sont parents dans son entourage, leurs jugements parfois, et comment, à sa façon, grâce à la force de son histoire, elle passe au-dessus. Si cet épisode vous a plu, partagez, commentez, mettez des étoiles partout où vous pouvez, et surtout, ouvrez les discussions autour de vous. Alors moi je m'appelle Audrey, j'ai 31 ans. J'ai pas d'enfant, je n'en veux pas. Et je me suis toujours retrouvée dans des schémas de vie de couple, quasiment toute ma vie d'adulte. Dans des schémas de vie de couple, de famille, avec des enfants. Alors c'est une réflexion qui a vraiment pas mal d'aspects, qui est assez difficile à définir de façon brève. Déjà à la base, j'en ai pas envie et j'en ai jamais ressenti l'envie. J'ai vraiment essayé d'écouter ce truc-là, sachant que comme je disais, j'ai été en couple donc 9 ans déjà avec un homme, donc de mes 18 ans, on fait le calcul, qui avait une fille et qui vivait avec nous, et lui voulait un enfant, un nouvel enfant, et donc lui m'a beaucoup poussée dans cette voie-là. Et j'ai vraiment dû me poser la question, vraiment réfléchir, déjà, est-ce que j'en ai envie, est-ce que j'en ressens cette envie-là? Et je ne ressentais pas cette envie-là, tout en me disant que peut-être ça changerait un jour. Puis j'ai étoffé ma réflexion et je me suis rendu compte que non, ça ne changerait pas un jour. Et j'ai commencé à comprendre le pourquoi j'en veux pas. Déjà, moi, il y a la dimension affective qui me fait très peur. J'ai perdu mon père quand j'étais toute petite, donc ma vie s'est construite autour du fait que tout peut basculer du jour au lendemain et que on peut perdre quelqu'un, voilà, ça arrive quoi. Et autant je me sens capable de perdre n'importe qui, ma mère, l'homme que j'aime, enfin bien sûr on est touché, mais je pense que je m'en remettrai. Mais si j'avais un enfant, je l'aimerais bien sûr plus que de raison. Et cet attachement affectif me fait peur. Si jamais il est malade, si jamais il lui arrive quelque chose, j'ai pas envie de vivre dans cette peur-là. Et à ça, il y a plein de choses qui s'est rajoutées. C'est très vaste, quoi, hein, que ce soit la contrainte que ça engendre concrètement, logistiquement, puisque moi je la connais très bien cette contrainte-là, puisque je l'ai vécue pendant des années et je la vis à nouveau. Que ce soit la grossesse qui m'emballe pas. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'aspects qui ont rajouté à cette réflexion. Mais je pense qu'à la base, c'est vraiment plus la dimension affective qui est trop forte pour moi, quoi. Que j'ai pas envie de vivre. Pendant un moment, je me disais, je rajoute à ça de façon très importante, je pense que si j'avais été un homme, j'aurais voulu un enfant. Et en tant que femme, pour moi, c'est pas du tout la même chose, la parentalité entre les hommes et les femmes. Un homme, un papa, même le plus investi du monde, ne sera jamais l'équivalent d'une maman. Et c'est pas le même sacerdoce. Et c'est toujours la faute de la mère, même en psychanalyse, hein, c'est très clair. L'enfant à 8 mois découvre qu'il ne fait pas qu'un avec la mère et il a ses premières frustrations. Je me suis vraiment documentée sur le sujet. Hein. Et donc, ce sera toujours la faute de la mère, même si elle fait tout parfaitement. Je pense que je culpabiliserai, je pense que c'est dur de vivre avec ce poids-là. Nadia Dam, journaliste, écrit dans Slate le 27 avril 2016 un article intitulé « La violence verbale inouïe envers les femmes qui ne veulent pas d'enfants ». Cet article relate des échanges, notamment entre des patientes et des gynécologues. La journaliste cite le blog
L'école des soignants, animée par Martin Winkler, Laura, une jeune femme, témoigne des violences verbales qu'elle a subies de la part de plusieurs médecins, notamment dans l'échange qui est transcrit dans l'article où la gynécologue dit à Laura « Les femmes comme vous, ça devrait se faire soigner. Vous ne voulez plus prendre la pilule, vous ne voulez pas d'enfants et moi je refuse de poser des stérilés sur les nullipares, je vous prescris un anneau contraceptif. » Laura répond « Je ne veux pas d'un anneau contraceptif, je trouve le concept peu pratique et trop invasif. À ce moment-là, est-ce que vous pouvez juste renouveler ma prescription de pilule ?» La gynécologue répond « Moi je vous prescris ce qui est bien pour vous, c'est pas vous qui décidez. » Et Laura répond « Au contraire, jusqu'à preuve du contraire, c'est bien moi qui décide. » L'article relate aussi un autre échange avec un praticien qui est d'autant plus violent. Le praticien lui dit « Si vous avez mal durant vos règles, c'est parce que votre corps réclame une grossesse. » Et dans les commentaires de cette publication, une femme raconte, donc ça c'est dans l'article de Slate, c'est relaté, qu'on lui a expliqué qu'elle avait développé des fibromes utérins parce que la nature a horreur du vide. Et il y a un grand frère qui a déjà des enfants, j'ai pourtant toujours senti qu'on attendait quelque chose de moi, quelque chose implicite mais directement lié à mon genre. On attend de moi que j'ai des enfants, notamment pour combler ma propre mère, parce que ce n'est pas pareil, parce que je suis une femme. C'est un ressenti que partage Audrey, qui s'ajoute aux pressions sociales. Dans l'affirmation du fait qu'elle ne veut pas d'enfants, elle explique comment elle se défait de toutes ces pressions et de toutes ces remarques et de toutes ces injonctions. Alors, j'ai pas ressenti de pression. Moi, j'ai une maman très fantasque, très 68 arde. Et puis, comme je disais, j'ai perdu mon père très jeune, donc j'ai grandi avec elle. Même s'il y a eu pas mal d'hommes qui sont passés, voilà, j'ai toujours eu comme référence ma mère. Et elle a jamais tellement fait peser ce poids, mais c'était logique. C'était logique. Et maintenant, l'âge venant, et qu'elle connaît surtout mon choix de ne pas avoir d'enfant, c'est vrai que régulièrement, elle m'en parle, elle me dit « Oui, mais bon... » Alors elle essaye de ne pas insister, parce qu'elle est quand même... elle prône la liberté, elle prône tout un tas de choses, mais je vois bien qu'au fond d'elle, c'est d'une grande tristesse le fait que je ne fasse pas d'enfant, et qu'elle ne soit pas grand-mère par moi. J'ai un grand frère qui a déjà un enfant, donc elle est déjà grand-mère, mais ouais, je l'ai ressenti, ouais. On a une relation vraiment très très proche avec ma mère, et je pense que... alors c'est horrible à dire, ça devrait pas se dire, mais ça n'a pas la même valeur que ce soit... qu'elle soit grand-mère de par mon frère que de par moi. Je pense que vraiment, elle aurait vraiment voulu que moi j'ai un enfant et que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ils n'ont pas la même relation tous les deux, ils n'ont pas la même proximité. Donc, ouais, elle est contente d'être grand-mère, mais c'est pas la même chose que si c'était moi qui avais bien voulu. Est-ce que du coup, en dehors de ta famille, t'as senti des pressions quand même de la société quand t'en parles ou quand tu rentres dans un... Oh là oui. Oh là oui, oui, oui. Et puis en plus, moi j'évolue beaucoup dans un milieu de parents. Étant donné que j'ai toujours eu cette vie avec des enfants. Donc j'ai beaucoup d'amis qui sont mères, et même si elles comprennent mes choix, ce sont des amies, donc elles sont là pour mon bien-être aussi. Bien sûr, je l'ai beaucoup ressenti, ouais. Et ça a toujours été non, mais t'as le temps. Surtout que moi j'ai affiché ce choix depuis toujours, et ça a toujours été mais t'as le temps, tu changeras d'avis. Donc maintenant, j'arrête de polémiquer ou de discuter. Je fais oui, on verra. Et puis je vois bien que les années passent, et plus les années passent, et plus ça renforce mon choix. Donc moi, je sais que je ne changerai pas d'avis. Mon compagnon actuel le sait, et c'est très bien, lui non plus, il n'en veut pas d'autre. Donc, on va dire mon cercle intime de personnes autour de moi, très proches, ont vraiment compris que ça ne changerait pas. Et c'est le plus important, les autres, tant pis, je les laisse dire et penser. Que ce soit dans Cendrillon ou Blanche-Neige, les Disney, les contes, ne sont pas tendres avec les belles-mères. Elles sont associées à des marâtres vénales, jalouses de leur belle-fille qui est plus jeune, plus belle qu'elles. Là encore, on met des femmes en compétition, mais ce n'est pas notre sujet.
Le rôle qu'endosse Audrey depuis si longtemps n'est pas facile, pas toujours compris, pas toujours reconnu. Elle est parent sans être parent, elle ne substitue pas, mais vient épauler, parfois appuyer l'autorité parentale. Après toutes ces années d'expérience, Audrey a trouvé sa place dans un cercle familial qui peut sembler complexe. Elle s'est adaptée à une situation qu'elle n'avait pas forcément choisie. Elle a posé les limites, défini les contours de son rôle de belle-mère. Alors, on ne me l'a jamais dit directement, mais je sais que c'est quelque chose qui est pensé. Je sais que potentiellement on l'a déjà pensé aussi de moi, surtout quand je n'explique pas les raisons pour lesquelles je veux pas d'enfant. Je sais que c'est un parallèle qu'on fait souvent, alors que moi je trouve que ça peut être l'inverse, ça peut être égoïste de vouloir faire un enfant, de vouloir faire un mini-soi et absolument se reproduire et absolument qu'il vienne de son corps, alors que finalement, aimer un enfant, on n'a pas besoin qu'il sorte de nous pour que ce soit le cas, quoi. Donc c'est quelque chose qui me touche pas. Je sais que ça me touche pas du tout qu'on puisse éventuellement penser ça de moi, parce que je sais que c'est pas la réalité. Et puis on n'a jamais osé me le dire en face, étant donné que moi j'ai toujours été dans ce milieu-là et j'ai élevé quand même une enfant qui n'était pas la mienne. Donc il fallait qu'il se lève tôt, celui qui voulait qu'il me traite d'égoïste. Il n'avait aucun argument concret pour ça, quoi. Justement, ton rôle de belle-mère, Ouais. tu vis comment Alors c'est compliqué. Maintenant je le vis très bien. J'ai appris à vivre avec. Donc la première fois, donc avec mon ex-conjoint, donc pendant 9 ans, en fait, donc lui avait une petite fille, je les ai connus, elle avait 5 ans. Et elle a un autisme léger, donc sa mère existe encore, enfin voilà, elle a une maman, mais elle était vraiment débordée, épuisée. Et quand on a vécu ensemble avec mon ex-conjoint, on a pris la décision de prendre, elle s'appelle Anaëlle, la petite. On a pris la décision de prendre Anaëlle chez nous. Et je m'attendais pas à ce que la mère réagisse comme ça. En fait, elle était ravie et soulagée. Et pour moi, elle l'a abandonnée parce qu'elle ne la voyait plus qu'un week-end par mois, voire 2 week-ends par mois. Ce qui est très peu, je trouve, pour une maman. Et du coup, elle vivait tout le temps chez nous, avec nous. Et le papa était très absent. Et le cliché de tous les papas, en plus, qui est faillible sur plein de postes, hein, sur plein de sujets. Et en plus, de par son travail, il découchait plusieurs fois par semaine. Donc concrètement, elle s'est retrouvée avec moi. Ça a été très difficile, il y a eu des très belles choses, comme il y a eu des choses très compliquées, surtout que c'était vraiment une enfant compliquée. Donc ce rôle de belle-mère, il a énormément cafouillé au début. Et maintenant, je suis de nouveau en... Bon, à la fin, ça allait bien mieux, il n'y a bien sûr aucun problème. Et maintenant, je suis même level expert, je pense, en rôle belle-mère. Parce que là, je suis de nouveau avec quelqu'un... Je ne l'ai pas choisi, j'ai pas fait exprès, hein. Je suis de nouveau avec quelqu'un qui a une petite fille, d'ailleurs. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Donc j'ai vécu en fait que 2 ans de ma vie d'adulte, parce que mon ex-conjoint, je l'ai rencontré, j'avais 18 ans. Donc j'ai vécu que 2 ans de ma vie d'adulte sans enfant. Donc depuis que j'ai 18 ans, j'ai des enfants à la maison. Et là maintenant c'est un sujet que je maîtrise complètement. C'est un sujet pas facile, mais c'est un sujet que je maîtrise complètement. Il faut absolument savoir rester à sa place, il faut jamais oublier que c'est pas notre enfant, même si c'est nous qui l'éduquons, au même titre que l'un de ses parents. Et on doit lâcher. Si on n'est pas d'accord ou autre, on se tait et puis c'est tout. Et on fait profil bas et on s'adapte et on a pas mal de blessures aussi, de peine à l'âme qui sont liées à tout ça. Mais il faut faire avec. Et puis il faut faire très attention de pas, de toujours bien encenser la maman, de bien d'avoir des très bons rapports avec elle, de bien lui laisser sa place. En fait, de bien rester à sa place, quoi, tout simplement. La petite de mon conjoint actuel, donc son papa n'avait jamais eu de copine affichée depuis sa séparation avec la mère. Donc j'ai été la première qui l'a présentée à sa fille, après sa mère.
Donc nous, on s'en faisait tout un monde, bien sûr, en tant qu'adulte, on trouve que c'est une grosse épreuve, que c'est hyper inquiétant. Et en fait, elle a simplifié les trucs, enfin, il n'y avait aucun problème. Elle était là, ah bah oui, mais moi j'ai 2 mamans, et j'ai 2 papas, puisque sa mère a aussi un nouveau conjoint. Ah bah moi j'ai 2 mamans et j'ai 2 papas. Et là, quand elle a dit ça, je me suis dit, ouf, heureusement que la mère, elle est pas là pour entendre ça, parce que ça lui serait resté en travers de la gorge, ce que je comprends. Donc on remet les choses en place, on dit non, je suis pas ta maman, je t'aime comme si j'étais ta maman, mais je suis pas ta maman, tu n'as qu'une maman. Mais c'est sûr que pour eux c'est très simple, ils font beaucoup de raccourcis et ça peut occasionner des situations assez compliquées et assez belles en même temps, parce que l'enfant il nous aime, peu importe qu'on soit sa mère ou pas, quoi. C'est pas du tout l'image qu'on s'en fait, la belle-mère, bon, avec les Disney, la marâtre, enfin voilà, on a cette image-là, mais la réalité, elle est tout autre et elle est super. Et le pire, c'est que moi, je veux pas d'enfants, moi j'adore les enfants et je m'entends super bien avec eux c'est une priorité pour moi. Par contre, le bien-être de l'enfant est toujours une priorité sur le mien. Donc tout ça, je pense qu'ils le voient et qu'ils le ressentent et ça se passe forcément bien. Et puis on peut même choisir, là moi je suis même arrivée à un stade où maintenant je choisis que le beau rôle, quoi. C'est-à-dire que là j'ai pas besoin de prendre part dans l'éducation de la fille de mon copain actuel de façon vraiment très présente, étant donné que lui il est présent. C'est pas du tout comme mon ex. Donc eux, ils ont une garde partagée, ils font 15 jours, 15 jours, 15 jours chez maman, 15 jours chez papa, et il est présent, il s'occupe très très bien de sa fille. Moi, c'est super cool, je découvre un autre aspect où je peux avoir que les bons côtés. Voilà, c'est pas moi qui punis, c'est pas moi qui suis dans la contrainte, et moi j'ai les câlins, les jeux, et le oui ma chérie. Tu veux quoi? Oui. Vas-y, moi c'est oui, y a pas de problème. Oui, je me suis beaucoup renseignée. Déjà parce que je suis fan de biologie. Mais biologie humaine, biologie animale, et puis globalement, d'une façon générale, j'aime comprendre comment les choses fonctionnent. De la même façon, je suis capable de m'intéresser à la mécanique, enfin voilà, j'aime comprendre comment ça marche. Donc bien sûr que je m'y suis intéressée, et puis je me suis quand même retrouvée en couple pendant 9 ans avec quelqu'un qui voulait un enfant, donc ça fait réfléchir. Donc j'ai essayé de me projeter là-dedans, j'ai essayé de faire le tour du sujet réellement et de tous ces aspects pour être sûre aussi de mon choix. Donc je me suis beaucoup intéressée et beaucoup documentée, ouais. Alors je pense qu'on en a parlé un peu comme tout le monde, c'est-à-dire c'est très basique. C'est pas de ça dont on parle quand on parle d'avoir un enfant, on parle d'avoir un enfant. La grossesse c'est comme un passage obligé et puis voilà quoi. Donc comme je me suis intéressée très très tôt, je vais plutôt parler de ce que j'ai pu en savoir enfant et adolescente au moment où je m'y intéressais pas encore en fait, où les informations venaient à moi. Donc les principales informations que j'avais, c'était de ma mère, qui elle me disait ben moi j'ai toujours eu une grossesse hyper bien, hyper fun. Bon elle avait pris 30 kilos, elle est mince ma mère, hein, donc 30 kilos pour elle c'était énorme. Mais voilà, elle était en pleine forme, et puis j'avais eu comme information aussi que son accouchement, donc le mien, celui qui me concernait, s'était très mal passé, avait duré très longtemps, voilà, avec tous les détails de tout ça, de pourquoi ça s'était mal passé. En gros, c'était les infos que j'en avais, quoi. Pas tellement plus que ça. Et sinon, tout le reste, ma tante, ma grand-mère, enfin les femmes de la famille qui sont susceptibles de nous parler de ça, elles parlent pas vraiment de ça. Elles vont donner des informations style j'ai allaité, j'ai pas allaité, ou j'ai eu une césarienne ou j'ai accouché par voie basse, mais ce sont des informations très concrètes et pas dans les détails, dans ce qu'elles ont ressenti et si elles l'ont vécu comme une épreuve ou non. Tout ça, c'est des non-dits. Pourquoi, à ton avis, c'est des non-dits, justement? Je sais pas. Florence Foresti rigolait beaucoup là-dessus avec son sketch où elle disait que c'est comme une espèce de tabou volontaire parce que sinon plus personne ne voudrait faire d'enfants. Je sais pas, je crois surtout qu'en fait,
je pense réellement qu'au moment où il y a l'enfant, on oublie aussi tout ça. C'est vraiment facile d'oublier des épreuves et des douleurs une fois qu'elles sont passées. À moins qu'il y ait des problèmes qui persistent, comme je sais pas, des infections suite à ça, enfin voilà. Mais si globalement tout rentre dans l'ordre, même avec des douleurs et des difficultés, ça se dit pas, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de l'enfant qui est arrivé. Je fais de l'équitation à haut niveau et beaucoup. Faut savoir que toutes les cavalières quasiment ont une épisiotomie parce qu'on a un périnée qui est extrêmement musclé, extrêmement travaillé avec l'équitation et qui manque d'élasticité. Au-delà d'être musclé, surtout, il manque d'élasticité, donc il se déchire ou alors il faut faire une épisiotomie. Et c'est un monde de femmes, il y a énormément de femmes dans le milieu de l'équitation, donc forcément il y a énormément de mères, donc on a l'occasion de parler de tout ça, et puis des suites que ça engendre, enfin voilà, on le sait quoi. Donc je m'étais pas mal renseignée et je savais que, oui, potentiellement, moi je devrais passer par une épisiotomie, très probablement, si j'avais voulu faire ce choix d'avoir un enfant, ouais. Il y a quelques sports comme ça, alors attention, on parle pas d'une cavalière qui monte 1 heure par semaine, hein, ça a pas non plus une incidence énorme, mais quand c'est ton métier, que tu montes vraiment plusieurs heures par jour et tout ça, ça muscle énormément le périnée, c'est très bien, aucune cavalière n'a de problème de fuite en vieillissant, même en ayant eu des enfants, mais ça muscle, mais ça ne l'assouplit pas. Je crois qu'il y a certaines autres disciplines, comme la gym, qui musclent aussi pas mal, ou la danse, je sais plus très bien, qui musclent aussi pas mal, mais qui travaillent aussi la souplesse du périnée, ce qui n'est pas notre cas. Donc c'est connu dans notre milieu, toutes les cavalières savent que c'est épisiotomie quasi systématique. Du coup, vous arrivez à en discuter entre... Et bah encore une fois, c'est comme ça se sait, tout comme ça se sait qu'un accouchement ou une grossesse, ça fait mal ou qu'on peut être malade, mais on s'étend pas sur le sujet, c'est comme ça. C'est comme les règles, c'est douloureux, bah ouais, bah, c'est des règles quoi. Enfin bon, bah voilà, c'est comme ça quoi. Donc ça se sait, mais c'est rare qu'on rentre dans les détails, sauf s'il y a des suites qui font que moi j'ai eu des cavalières. Donc j'étais cavalière pro et monitrice d'équitation exclusivement pour des adultes et des handicapés. Donc j'ai eu beaucoup de cavalières adultes qui avaient déjà eu des enfants. Sur le lot, il y en avait quelques-unes qui, je le voyais très bien dans leur façon de monter, qui avaient une gêne, et où là on a abordé le sujet, parce que leur cicatrice était pas belle, mal faite, boursouflée ou autre, et qu'elles étaient douloureuses en fait, tout simplement. Donc là on creusait un peu plus, ouais. Il y a des questions que je pose tout le temps, dans les interviews de Tu seras mère, ma fille. Je trouve que la récurrence de ces interrogations met en lumière la différence des réponses. Et c'est ça qui est intéressant, non ? Le fait que nous soyons toutes absolument différentes, que nous ayons toutes des avis, des chemins, des choix différents, et que la société ne cesse de vouloir nous imposer la même chose à toutes, les mêmes choix, la même vie. Parmi ces questions, il y a celle de l'instinct maternel inné, du jugement d'autres mères ou parents dans l'espace public, et ma préférée, celle du choix des femmes de notre famille. Je pense que c'est une réalité et que parfois il n'y a même pas besoin d'avoir accouché pour être maternelle. Je pense qu'il y a des profils de personnes qui sont déjà naturellement maternelles. Moi, je me trouve comme ça, je suis très maternelle, avec pas qu'avec les enfants, aussi avec des amis, avec les gens que j'aime, leur bien-être, prendre soin d'eux. Ça me vient très spontanément et je m'épanouis plus en donnant de l'amour qu'en en recevant. J'ai vraiment besoin de donner de l'amour, ça me fait du bien, comme une maman. Bien sûr, je pense que ce serait encore beaucoup plus fort si c'était un enfant qui était sorti de moi, bien entendu. Je fais la part des choses. Mais je pense que systématiquement, si on devient maman, on a ce truc d'instinct maternel, à part quelques rares exceptions qui arrivent, mais que parfois, même sans avoir eu un enfant, on peut avoir ce truc-là à la base, quoi. Je crois pas. Ça m'arrive que des enfants m'insupportent, clairement, qui aient un comportement voilà, mal élevé, tout simplement. Mais je pense que c'est assez rare que je juge les parents là-dessus. Même si je sais que ça vient en partie de l'éducation, parce qu'il y a aussi une part d'inné, il n'y a pas que de l'acquis. Je sais pas, je me permets pas
J'arrive pas à me permettre ça parce que c'est tellement dur d'être parent que ça me vient pas spontanément de me dire, la mère ou le père là, ils font chier. Non, c'est le gamin qui fait chier. Le gamin, il fait chier, il a besoin que quelqu'un le remette à sa place. Et parfois, la mère ou le père, ils sont dépassés, ils ont tellement le nez proche du problème qu'ils n'arrivent pas à prendre du recul et qu'ils n'arrivent pas à agir de la bonne façon. Et j'ai du mal à être dans le jugement. Je peux être à la rigueur dans le conseil, mais c'est plus bienveillant que du jugement. Je me dis pas, ils font mal leur job. Je me dis, il y a peut-être une autre solution, mais ils n'arrivent pas à l'avoir. Même si moi, justement, j'ai pas trop tendance à juger, surtout les femmes, ne serait-ce que par solidarité, je vois bien comment ça fonctionne, la vie, la société, et je vois bien les réflexions qui sont tenues spontanément, quoi. C'est que fait la mère, quoi. Ça peut être que fait les parents, mais spontanément, c'est que fait la mère. Donc oui, je trouve qu'on juge beaucoup plus les femmes. Et puis comme je le disais, de toute façon, ce sera toujours la faute des mères. Et c'est toujours la faute des mères, quoi, qui se passe. Oui, je pense que c'est un choix. Je pense qu'on peut tout à fait choisir. Après, y a des gens qui ne se posent pas du tout la réflexion. Non pas parce qu'ils savent qu'ils en veulent, hein, c'est juste pour eux, c'est comme ça, quoi. Ça fait partie de la vie et c'est tout. On demande toujours pourquoi on veut pas d'enfants et on demande jamais aux gens pourquoi ils en veulent. Et je trouve que ça ferait du bien de poser ces questions-là en amont, avant qu'il y ait des enfants qui soient faits dans des contextes qui sont pas favorables ou avec des parents qui sont pas prêts. Et je pense que on a tout à fait les moyens que ce soit un choix, mais je pense que les gens ne se rendent même pas compte pour certains que c'est un choix et qu'ils peuvent vraiment réfléchir à cette question-là, que c'est pas un passage obligé. Alors ma mère, c'est sûr que non. Elle voulait ses enfants et elle les a eus et elle en est très heureuse et voilà, c'est sûr que non. Malgré le fait que mon père soit mort et qu'elle se soit retrouvée veuve et qu'elle a eu des épreuves très fortes à affronter en tant que mère seule. Je sais que si c'était à refaire, elle le referait sans hésiter. Ma grand-mère fait partie des femmes qui regrettent d'avoir eu un enfant, d'avoir eu des enfants, parce qu'elle en a eu 3 en fait, mais elle a regretté après coup. Donc je pense qu'elle les aurait fait quand même, même si elle avait vécu maintenant, sur le moment elle en avait envie. Peut-être pas 3, parce que la contraception n'était pas non plus la même, peut-être qu'elle en aurait fait qu'1 ou 2, mais elle en aurait quand même fait, c'est sûr. C'est en le faisant qu'elle s'est posée cette fameuse réflexion dont on parlait justement, au lieu de se la poser en amont, elle se les posait dans le concret. Bon, après, ils n'avaient pas les mêmes méthodes, mais même si elle avait eu les mêmes méthodes de contraception, je pense qu'elle aurait agi avant de réfléchir.